Part pour 1 heure ensemble sur un live autour des 5 blessures, essentiellement du travail de Lise Bourbeau qui a vulgarisé, on va en parler, les blessures émotionnelles. Et on va, je dirais, les découvrir à travers le prisme du transgénérationnel et la psychogénéalogie qui est la spécialité d'Hélène. Elle va nous en parler. Et on va le passer aussi dans le tamis du psychocorporel puisque ce sont des blessures émotionnelles qui viennent s'exprimer dans le corps. Et donc, on va tisser, je dirais, ces 2 grilles de lecture pour être bien au clair avec tout ce qui se passe en nous quand ces blessures émotionnelles se manifestent. La première demi-heure, on va avec Hélène tranquillement vous parler de chacune des 5 blessures. Et puis ensuite, la demi-heure qui suivra va être pour vos questions-réponses. Donc, alors, pendant qu'Hélène se présente, est-ce que vous voudriez bien nous dire dans le chat si on se connaît, d'où vous venez, et puis comment vous vous sentez à l'approche de cette heure qu'on va passer ensemble? Voilà, on aime bien savoir comment ça va. Hélène, est-ce que tu aurais la gentillesse de te présenter pour les personnes qui te découvrent Eh aujourd'hui? oui. Alors, je travaille en la psychogénéalogie, le transgénérationnel depuis une vingtaine d'années, après un parcours dans les ressources humaines. Et c'est une pratique qui m'a beaucoup aidée sur le plan personnel. Et puis, c'est une passion qui va un peu déborder sur les accompagnements dans ce sens où ça va ouvrir sur les maladies, les accidents, les événements douloureux d'une vie, comment ça vient nous impacter, puisque ça vient souvent réveiller des mémoires de nos ancêtres. Donc en fait, pour moi, il n'y a aucun hasard. Et cette pratique m'a permis de faire des liens entre nos ancêtres, entre des vies antérieures, notre parcours d'âme, etc. Donc ça élargit énormément mon focus et ça me permet d'accompagner de façon un peu plus large les personnes. Alors, il y a quelques années, j'ai rencontré Stéphanie, là, ça va faire 4-5 ans maintenant, et on a trouvé nos pratiques très complémentaires. Elle va vous expliquer un petit peu ce qu'elle propose, elle, à son niveau. Hmm. Alors, je m'appelle Stéphanie Lopez et moi, je suis une grande passionnée de l'intelligence du corps. Il y a quelque chose vraiment qui m'anime avec ce sujet et je traverse ma vie et les pratiques que je propose à travers ce prisme-là de la vie où j'ai la certitude que notre corps a toujours 2 tours d'avance sur notre mental et notre intellect et que si j'accepte véritablement de me mettre à l'écoute de ce qu'il a envie de me raconter, eh ben, c'est, je pense, le plus bel outil que je connaisse pour pouvoir avancer dans ma vie, m'occuper notamment de mes blessures émotionnelles, de tout ce qui est relationnel, etc. Alors, je mets ça au service de mes pratiques en consultation. À ça, j'ai un autre outil qui est l'hypnose que j'utilise pour me servir aussi évidemment de l'inconscient, pour aller chercher les messages enfouis, notamment du corps d'ailleurs aussi. Et puis ensuite, je le développe aussi en entreprise parce qu'on a besoin grandement aujourd'hui de s'occuper de notre santé dans le travail, hein. On a tous entendu parler d'une tendance au burn-out et j'en passe. Donc je m'occupe aussi de cette partie-là, d'écouter son corps aussi dans la sphère professionnelle. Ça a beaucoup de sens aussi. Et donc avec Hélène, quand on a commencé un peu à la fois se rencontrer et à travailler ensemble, ça a matché immédiatement parce que, évidemment, nos 2 pratiques sont intimement liées et tissées. Et donc, dialogue avec le clan est né de ça. Et donc, ça va faire partie de notre compréhension. C'est ce qu'on va vous livrer, c'est-à-dire à la fois l'expérience et les compétences d'Hélène et les miennes, au service de cette grille de lecture des 5 blessures. C'est celle qu'on a choisie. Il y en a 1000, hein, mais en tout cas, celle-ci, Hmm. vraiment nous parle beaucoup. Alors, déjà pour vous poser le cadre, les 5 blessures émotionnelles de Lise Bourbeau. Lise Bourbeau, c'est une auteure, conférencière québécoise qui a encore une école aujourd'hui qui s'appelle Écoute ton corps, hein, d'ailleurs, qui a écrit un bouquin sur les 5 blessures émotionnelles. Elle n'est pas à l'origine hein, de ce thème. C'est notamment un psychologue, William Reich, qui a proposé ce concept et elle l'a vulgarisé pour qu'on puisse tous et toutes
sans saisir et comprendre de quoi on parle. Et donc, il y a 5 blessures qui sont là. On va vous les détailler les unes après les autres. Est-ce que, Hélène, tu veux bien? On va commencer par une blessure, peut-être. Oui, On va la détailler si tu veux, Hélène, par rapport à ça. oui, 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 Ouais. oui. Par... Déjà, ce que Lise Bourbeau dit, c'est que en fait, on interprète ce qui nous arrive en repoussant souvent la faute sur la personne qui est en face, sur l'interlocuteur. Et elle nous ramène toujours en disant, c'est notre perception, c'est notre propre interprétation des événements, des faits, de la situation qui cause notre souffrance. C'est pas l'autre. Et donc ça, c'est intéressant aussi de voir notre responsabilité aussi. On a une sensibilité sur certaines blessures. Si vous êtes là, vous avez sûrement deux, trois blessures qui vont être justement mises en scène maintenant. C'est des blessures qui vont nous empêcher de prendre notre place dans notre corps, dans notre clan. Le transgénérationnel et le psychocorporel viennent nous aider à poser des limites, des frontières par rapport à ce qu'on peut accepter et ce qu'on ne veut plus accepter. Donc voilà, ces deux pratiques justement se rejoignent aussi sur ce point-là. Les blessures, c'est pour moi comme des lanceuses d'alerte. Elles viennent nous interpeller quand elles se réveillent sur quelque chose qui nous dérange profondément, qui nous appartient ou pas, et qui appartient peut-être à des ancêtres. Voilà. Alors, la première blessure qu'on va aborder, la blessure de rejet, Mm. euh, qui va se cacher derrière le masque du fuyant. On va éviter, on va esquiver, on va se faufiler pour justement moins souffrir. On pense, mais on reporte toujours un peu plus loin en fait. Alors, dans le transgénérationnel, il y a plein de cas possibles qui peuvent exister dans vos arbres, dans vos clans. Par exemple, on a le sentiment que ma mère a préféré mon frère à moi, par exemple. Ou alors, mon père a toujours senti qu'il était moins aimé. Voilà. C'est vrai ou pas vrai? D'ailleurs, les blessures, elles ne viennent pas forcément de parler de faits réels. Elles viennent parler de ressentis, de choses qu'on a ressenties et qui sont notre vérité. En tant que parent, on peut être mis à mal par un enfant qui va nous dire, ah mais toi tu m'as jamais autant aimé que mon frère, etc. Et en fait, non, mais c'est le ressenti hein, de cet enfant-là. Voilà. Hein, donc la réalité et la symbolique sont hyper importants aussi pour déceler nos blessures. Donc, d'autres explications dans le transgénérationnel, hein, ça peut être un père qui a toujours été considéré comme bizarre, atypique. Il est par exemple artiste dans une famille où le côté artiste n'est pas du tout valorisé et pas du tout aimé. C'est une mère qui peut avoir été non désirée en tant qu'enfant. C'est une mère, par exemple, qui a voulu avorter d'un enfant et donc l'enfant, en grandissant, se sent rejeté. Et donc, il va cumuler des situations de rejet. Et parce que la maman n'a pas justement évoqué aussi cette gestation qui a été compliquée pour elle. Ça peut être quelqu'un qui s'est toujours senti rejeté par son appartenance, par exemple, à un mouvement religieux, à un mouvement politique, etc. Et qui faisait, entre guillemets, tâche un petit peu dans le clan. Voilà. Hein, donc, vous voyez que dans l'arbre, il peut y avoir plein de pistes à évoquer. Et puis, nous, en tant que descendants, on va se retrouver piégés dans des blessures qui ne nous appartiennent pas forcément à 100%. C'est ça qui est intéressant dans le transgénérationnel. On a des clans où il y a beaucoup de rejet, on a des clans où il y a beaucoup de trahison, etc., etc. Mais tout ne nous appartient pas et c'est ce qui va nous permettre aussi de prendre conscience de choses qu'on peut redonner à nos ancêtres. Voilà, ça, c'est le bon côté de la psychogénéalogie. Alors, par rapport à cette blessure dont Hélène vient de vous parler, alors peut-être que déjà, il y a certaines ou certains d'entre vous qui sont déjà en train de se dire, ça me parle par rapport à mon histoire, ou pas du tout, hein, vraiment.
Il y a, après, dans le présent, si vous voulez, il y a une espèce d'empreinte qui va s'engrammer, s'enquister dans le corps. Ce rapport aux émotions dont parle Hélène, eh bien, elles viennent encore nous chatouiller dans notre présent. Donc, on va aborder deux aspects. Mais en préambule, je vais mettre beaucoup de nuances à tout ce que je vais vous dire. C'est pas une science exacte, hein. Ce sont des tendances. Donc, vous pouvez évidemment, et je vous invite à chaque fois à remettre en question tout ce dont on vous parle. C'est bienvenu. Les personnes qui souffrent de blessures de rejet, elles ont une tendance de posture à être plutôt fermées sur elles-mêmes. D'accord? J'ai tellement peur, je ne veux tellement plus être rejetée que physiquement, je vais rentrer un peu mes épaules, un petit peu avoir le dos un peu bombé comme ça, et me replier sur moi. La grande tendance, c'est le repli sur soi, psychologique et donc aussi physique. Moi, j'aime bien parler du complexe de Quasimodo, en fait. Vous voyez, Hmm. Quasimodo, c'est vraiment l'archétype de la blessure de rejet. La société le rejette complètement. Il est en haut de Notre-Dame. Et alors, il est bossu qu'il n'en peut plus. Il est complètement replié sur lui-même. Donc, vous pouvez garder vraiment, enfin, en tout cas, moi, j'aime garder cette image-là pour avoir la posture. Voilà, on parlera de la suite après. Je vous donne juste quelques petits éléments comme ça d'information. Hmm. On bascule sur peut-être la prochaine blessure, Hélène? Oui, la blessure d'abandon. Donc là, elle se cache derrière le masque du dépendant. Donc on peut dire aussi que derrière les dépendances affectives ou autres du clan, il peut y avoir cette blessure d'abandon. On va se trouver en lien trop proche, hein, puisqu'il y a dépendance, pour justement éviter de souffrir de ce vide qu'est l'abandon, de cette peur aussi. Donc en fait, sur le plan transgénérationnel, toutes les situations où il y a euh, des séparations, où des personnes se sont quittées, où des personnes se sont laissées, quelquefois sans explication, où une maman a donné le sentiment à l'enfant de ne pas assez s'en occuper, de ne pas assez voir l'enfant, hein, dans ce qu'il est. Donc, il y a plein de situations possibles qui vont réveiller ces mémoires-là. Un enfant peut se sentir abandonné quand il a des parents qui sont inquiets d'une situation dont ils ne parlent pas, parce qu'ils ne veulent pas encombrer leurs enfants. Et donc, les repas, par exemple, le soir, après la journée, où le père a peut-être peur d'être licencié, où la maman a des soucis de santé, et qu'elle ne veut pas justement partager trop avec les enfants, ils sentent l'ambiance et ils peuvent se sentir abandonnés, c'est-à-dire pas reconnus dans leur place d'enfant qui demandent une attention. L'attention des parents, elle est ailleurs, parce que leurs soucis à eux sont énormes. Donc, en fait, dans le transgénérationnel, on va en trouver plein de situations comme ça, de sentiments d'abandon. Euh, il peut y avoir un sentiment d'abandon dans les phases de migration du clan, où ceux qui partent abandonnent leur patrie, par exemple, pour sauver leur peau. Hein, souvent, quelquefois, c'était pendant les guerres, les dictatures. Et donc, ils ont le sentiment d'abandonner leur famille qui reste, etc., leurs amis, leur emploi, leur maison. Et puis ceux qui restent dans le pays, eh bien, ils vont se sentir abandonnés par les fuyards. Et il peut y avoir ce sentiment-là d'abandon et on verra plus tard aussi de trahison. Donc, dans les mémoires de migration, il faut bien regarder aussi que c'est pas forcément d'un pays à un autre, ça peut être d'une région à une autre et avec un besoin quelquefois de recréer des cellules. On parle des Auvergnats à Paris, ils ont recréé une cellule. Et donc, voilà, il va y avoir ce besoin de retrouver un cercle, hein, voilà. L'abandon, il va se retrouver aussi dans des mémoires, par exemple, de spoliation d'héritage. Hein, il va y avoir l'injustice, il va y avoir la trahison, mais l'abandon aussi. Comme si les parents n'avaient pas donné suffisamment et l'enfant se sentait, même s'il est adulte, se sent abandonné des parents, moins aimé, moins apprécié. Voilà. Hein, donc, toutes les situations possibles où il y a ce sentiment d'être quitté, d'être abandonné, d'être laissé. Voilà. Hein, donc,
Voilà, je vous laisse explorer vos arbres. Alors, comment ça se manifeste physiquement? Quelle est la tendance posturale de la personne qui souffre de la blessure d'abandon? Alors, le trait caractéristique le plus important, c'est que ce sont des personnes qui ont une posture qui manque de tonus. C'est des personnes qui vont avoir beaucoup de mal à avoir du tonus musculaire, tout simplement parce que symboliquement, ce sont des personnes qui vont avoir besoin que tout dans leur être et dans leur corps vienne demander de la structure, du soutien finalement. Tant que je n'ai pas guéri de ma blessure d'abandon, je vais aller le chercher évidemment à l'extérieur. Et donc à l'extérieur, il y a quelque chose dans mon corps qui demande du soutien. Vous voyez, si je suis un peu flasque, un peu avachie comme ça, je caricature bien évidemment, eh bien peut-être que quelqu'un va avoir envie de venir me sauver de cette inertie. C'est pour ça qu'on parle bien du masque du dépendant tant qu'on n'a pas guéri de cette blessure. J'en profite pour rappeler qu'il y a tout un chemin à faire et que c'est possible, évidemment, d'en sortir. Mais c'est ce qui vient. En fait, il y a un tel manque de sécurité intérieure que tout le corps crie ce vide-là. Et donc, il y a quelque chose qui se délite un peu dans le corps. Voilà ce que je peux en dire, pour la tendance en tout cas. Hmm. Mm. Oui, oui, oui. Alors, Blessure d'abandon. Oui. voilà, on va Mm. aborder maintenant la blessure d'humiliation. Alors Oui. là, c'est une blessure qui est un peu plus rare. On peut avoir toutes les autres blessures et pas celle-ci. Celle-ci, elle est un petit peu plus difficile à vivre aussi. Elle est violente. C'est en fait toutes les situations d'humiliation, où les personnes se sont senties rabaissées, euh, honteuses, toutes les personnes mortifiées dans le clan, toutes les personnes qui ont été vexées, euh, où il y a eu de la comparaison dans l'éducation, par exemple, entre enfants. Voilà, on pense que ça booste hein, l'humiliation ressentie dans l'école, à l'école, par exemple, avec les bonnes notes, avec les mauvaises notes, avec ceux qui vont au piquet, etc. On a ces mémoires-là, en fait, hein, qu'on peut porter encore. D'ailleurs, une allergie au plâtre s'est déclarée chez un adulte qui est plâtrier. Et tout enfant, quand il était au tableau, il s'est rappelé de cette scène violente. Il avait complètement oublié sa récitation. Il pouvait plus, il bégayait, il savait plus. Et en fait, l'instituteur s'était moqué. Et bien sûr, toute la classe avait ricané pour faire comme l'instituteur. Et tellement qu'il avait été honteux, il avait fait pipi dans sa culotte. Et bien sûr, l'instituteur avait surenchéri ses ricanements. Et quelque temps après, pourtant, ça faisait des années qu'il était plâtrier peintre, ce jour-là, il commence une allergie à la craie, au plâtre, et ça fait résonance avec la craie du tableau où il devait écrire le texte de la récitation et il n'avait pas pu ce jour-là. Voilà. Hein, donc l'allergie, on dit que souvent c'est la maladie du souvenir. Et donc l'humiliation pour cet homme-là était remontée. Pourquoi ce jour-là? Bon, il a dû le dire en thérapie, mais voilà, en tout cas, c'est un exemple marquant, hein, l'humiliation. Alors, dans nos clans, on peut avoir plein de situations d'humiliation. Il ne faut pas oublier les guerres. Les guerres, par exemple, les soldats qui ont été humiliés parce qu'ils ne voulaient pas aller combattre, par exemple. Ils ne voulaient pas les tuer. Humiliés parce qu'ils ont été dégradés en tant que militaires, officiers, etc., pour tout un tas de raisons. L'humiliation aussi, ça peut être à la libération, les femmes tondues. Ça peut être des mémoires de filles mères où quelquefois on les envoyait très loin pour accoucher, pour justement pas faire honte à la famille. Donc bien sûr, tous les problèmes de filiation, les enfants bâtards, les enfants qui n'ont pas été reconnus, qui n'ont pas porté le nom du père. Voilà. Hein, donc il va y avoir plein de situations comme ça où certains vont ressentir de l'injustice, d'autres vont ressentir une trahison ou de l'abandon, et puis d'autres vont être profondément humiliés. Voilà. Chacun de nous
va interpréter les situations à sa façon. C'est vraiment, on n'est pas toutes les situations que j'ai soumises là ne vont pas forcément activer que l'humiliation. Il va y avoir possiblement d'autres émotions derrière. Voilà. Alors, concernant cette blessure, ça se manifeste d'une manière assez claire par rapport à la blessure. Ce sont des personnes qui, en général, sont plutôt en surpoids. Il y a vraiment quelque chose qui a besoin de compenser. Il y a un vrai rapport à l'image de soi qui est souffrant par rapport à la blessure dont vient de parler Hélène. Et ça peut souvent se manifester par ça. Il y a une autre particularité que vous pouvez observer chez la personne, c'est un peu plus fin, mais ce sont des personnes qui ont une espèce de candeur sur le visage, les yeux sont un peu comme ça, il y a une espèce d'ouverture comme ça vers le monde. Après, en termes de comportement, cette blessure, comme les autres d'ailleurs, hein, en fait, on la rejoue en permanence quand on est adulte, en tout cas dans pas mal de sphères de la vie. Et donc, si j'ai subi, je dirais, des situations d'humiliation quand j'étais enfant, eh bien, je vais aller les rejouer quand je suis adulte, ou en tout cas, je m'imagine qu'elles se rejouent. Et donc, ce sont des personnes qui souvent vont aller se mettre dans la relation à l'autre, aux autres, en soumission. Il y a vraiment quelque chose qui va se mettre au service de l'autre pour être accepté. Euh, il y a un film que j'ai vu il y a longtemps et que je pense la plupart d'entre vous, nous, ont vu, qui est pour moi l'apogée de la blessure d'humiliation à laquelle on peut faire référence aujourd'hui. C'est le journal de Bridget Jones. Ce film-là, cette jeune femme, eh ben, clairement pour moi, c'est la femme qui a vécu une blessure d'humiliation et qui la rejoue en permanence. Elle va mettre un pull ridicule, elle va mettre une jupe très très courte alors qu'elle n'est pas à l'aise dedans. Et elle rejoue les scénettes en fait comme ça tout le long jusqu'à ce qu'évidemment elle rencontre l'amour et qu'elle puisse guérir de ses blessures. Mais vous pouvez vous amuser à revoir ce film avec ce prisme-là parce que vous avez à peu près toutes les manifestations. Et ce qui est agréable aussi, c'est que du coup, il y a une grande tendresse pour ce personnage. Et donc, Mm, c'est très agréable aussi de le voir sous cet angle-là. mm. Ce sont des personnes qui ont quand même tendance à... Voilà, le masque du masochiste, elle est vraiment là, qui ont tendance à se faire du mal, quoi. Vraiment, il y a un manque de Oui, confiance en soi qui peut être destructeur. Donc, grande vigilance avec cette blessure-là. Et comme toutes les autres, mais il est urgent de s'en occuper, en tout cas. Voilà. oui, oui, Mm. oui. C'est des personnes qui peuvent s'autocritiquer très violemment avec des mots très durs. Ça, Mm. c'est, voilà, elles vont se rabaisser elles-mêmes. Mm. Alors, on arrive à la blessure de la trahison avec le masque du contrôlant. Trahir. Donc, on va chercher toutes les infidélités. Cesser d'être fidèle dans le clan. Qui a abandonné ou livré quelqu'un? Trahir quelqu'un pendant les guerres. Donner le nom. Voilà. Il va y avoir euh, toutes les situations où la fidélité dans le couple, où la loyauté, le dévouement ont été mis à mal dans les branches de l'arbre. J'ai eu un exemple d'un grand-père qui était marié, qui avait des enfants, et qui a eu une liaison avec sa belle-sœur. Et donc, ils ont eu un enfant que lui n'a pas reconnu. Et donc, à plusieurs niveaux, il y a eu la notion de trahison. Donc, chez la grand-mère, qui a été trahie dans son couple par sa propre sœur. Ensuite, il y a eu l'enfant qui n'est pas reconnu par son père. Et donc, l'enfant va développer en grandissant et en vieillissant justement des situations où il se retrouve trahi, où il va trahir, etc. Il va y avoir une multiplication comme ça des faits. Il va se mettre dans des couples où justement il se sent trahi, il se sent trompé. Et donc, voilà, en réveillant ce secret de famille, en fait, qu'il a découvert après, c'est comme ça que toutes ces répétitions de situations de trahison ont permis de révéler l'histoire. Alors, pendant la guerre aussi, pendant toutes les guerres, de quel côté étaient vos ancêtres? Est-ce qu'ils se sentaient du bon côté? Particulièrement, je fais référence quelquefois à la frontière Alsace-Lorraine.
et puis l'Allemagne, puisque les frontières ont beaucoup fluctué. Et donc, il y a des sentiments quelquefois d'avoir été du mauvais côté de cette frontière, d'avoir été utilisé aussi. Voilà. Hein, donc là aussi, à rechercher. Les migrations, on en parlait tout à l'heure sur une autre blessure. Là aussi, en fuyant un pays pour sauver sa peau, est-ce que l'ancêtre n'a pas aussi eu l'impression de trahir sa patrie? Autrefois, il faut voir que la notion de patrie était très, très importante. Hein, aujourd'hui, encore un peu, mais pas toujours. Hein, certaines générations bafouent un petit peu ça, mais donc du coup, en se remettant dans le contexte, essayer de voir qu'est-ce qui a été attisé, hein, par les ancêtres aussi. Alors, la trahison, elle peut se nicher aussi chez l'enfant adopté qui va avoir l'impression de trahir sa famille biologique euh, en étant bien avec sa famille adoptive, par exemple. Ses gènes, ses cellules, quelquefois le font se rebeller contre quelque chose qui est un bonheur pour lui, pourtant. Mais voilà, cet enfant adopté, il est tiraillé aussi, il y a une impression de trahir. Après, il va y avoir toutes les promesses aussi qu'on fait quelquefois, je pense en fin de vie, à quelqu'un qui va mourir. On va promettre des choses, mais des choses qui nous engagent sur le plan affectif et sentimental très fortement. Et quelquefois, voilà, on n'a pas pris assez de recul peut-être. Et puis en tout cas, en évoluant, en vieillissant, on a l'impression que cette promesse nous encombre. Donc, quelquefois aussi, si on lâche cette promesse, on a l'impression de trahir l'ancêtre. Donc, l'idée, c'est peut-être de se remettre dans ce contexte où on a donné, fait cette promesse et voir un peu comment on peut s'en désengager. J'en parle parce que dans les accompagnements de fin de vie et les deuils, c'est quelque chose qui peut beaucoup bloquer les processus de deuil. Voilà. Et juste un dernier petit exemple aussi, c'est vendre la maison familiale. Là, c'est compliqué, vendre les meubles, se débarrasser de choses qui ont fait la vie des parents, des grands-parents, etc. Vendre une maison où dans le jardin, il y a les cendres de notre enfant décédé ou d'un parent, etc. C'est toujours un peu plus compliqué. Ça peut venir attiser cette blessure-là de trahison. Voilà. Hmm. Alors, si vous avez envie d'avoir, je dirais, quelques repères sur la posture, l'attitude d'une personne qui a souffert d'une blessure de trahison, toute nuance gardée évidemment, ce sont des personnes qui ont besoin, puisqu'elles ont souffert de cette blessure de trahison, d'être costauds. Donc ce sont des gens qui vont vouloir montrer qu'ils sont forts, qu'ils sont puissants. Il y a vraiment quelque chose dans le... On a parlé du masque du contrôlant. Donc vous voyez, le contrôlant, il a besoin de vous dire que vous pouvez compter sur lui. Il y a vraiment quelque chose qui se joue avec le pouvoir. Alors physiquement, un homme aura des épaules larges, par exemple. D'accord? Une femme, ça va plutôt se situer dans le bassin. Le bassin va être plus large. Euh, il y a vraiment quelque chose qui va se poser là et qu'on ne pourra pas faire faillir d'une certaine manière. C'est une manière de jouer ce masque du contrôlant, voyez? Ça va chercher la force et le pouvoir. En cherchant une image, un personnage qui pourrait peut-être vous parler, pour celles et ceux qui ont vu le film Le Parrain, quand vous prenez le rôle de Marlon Brando, c'est-à-dire le parrain Corleone, vous avez cet homme comme ça, hyper contrôlant, qui gère sa famille, la mafia, d'une main de maître, qui sait tout ce qui se passe. C'est des gens qui vont très vite parce qu'ils ont l'œil avisé, acéré par rapport à cette problématique de trahison. Et donc, c'est un petit peu ce tempérament-là. Alors, le parrain, c'est un peu, on est sur Hmm. une grosse intensité, mais c'est la tendance. C'est un peu ça pour la blessure de trahison. Hmm. Et quand vous arrivez à observer une personne et à vous dire, tiens, là, peut-être que elle ou lui, vraiment, ça l'a traversé dans sa vie. Peut-être une blessure de trahison. Je trouve que ça adoucit beaucoup le regard quand il y a des Hmm. tensions ou quelque chose qu'on comprend pas. Mais pourquoi j'avais une femme en coaching qui me disait, mais mon patron arrête pas d'être derrière mon dos pour regarder ce que je fais comme si j'étais incompétente. Ben, en creusant un peu, c'était un grand contrôlant.
Et donc de s'imaginer que probablement à un moment donné, il a été trahi ou il a ressenti une blessure de trahison, ça adoucit quand même bien les mœurs au quotidien. Hmm. Oui, le travail sur les blessures permet d'améliorer les relations, en fait. On arrive Mm. mieux à comprendre l'autre. Oui. Alors, on arrive sur la dernière blessure, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, soit vous la préparez à la mettre derrière l'oreille pour dans quelques instants, soit si vous faites partie des gens qui préfèrent écrire dans le chat, bah, commencez à nous écrire les questions dans le chat, on y répondra avec plaisir une fois que on aura parlé de la blessure d'injustice, Hélène. L'injustice, voilà, Mm. avec le masque du rigide. La justice, alors là, il y a des personnes qui se sentent toujours injustement traitées, hein, pendant l'enfance, à l'adolescence, adulte, avec mon employeur, avec le mari, avec les enfants, etc. Donc, on va chercher les notions d'appréciation dans l'arbre, la reconnaissance, qui n'a pas été reconnu pour ce qu'il faisait, euh, pour, euh, pour son métier, pour son caractère, etc. Tout ce qui est de notion de justice ou d'injustice, de droit, de loi qui a été bafouée dans le clan. Est-ce qu'on a été équitablement traité? Est-ce qu'il n'y a pas eu d'injustice au niveau des héritages? Ça va toucher aussi tout ce qui est intégrité, l'honnêteté. Alors, on va chercher donc toutes les personnes qui ont été injustement traitées. Alors, on n'est que des femmes, hein, les femmes ont à se battre encore. Et nous, en tant que femmes, on vient réveiller des mémoires de femmes qui ont été injustement traitées. Injustement traitées dans le sens où elles sont nées filles et que les filles n'avaient pas le droit de conduire, d'aller travailler hors de la maison, de voter, d'avoir un chéquier pour elles toutes seules et de le signer, d'ouvrir un compte en banque, bref, de ne pas avoir d'enfants. Là aussi, alors il y a des hommes hein, aussi hein, qui auraient voulu être célibataires, etc. Mais la femme, elle a ce devoir aussi hein, qu'on a mis sur les épaules dans l'inconscient collectif qui existe depuis hein, des décennies et des décennies. Donc là aussi, on peut, dans nos attitudes, avoir besoin justement de réparer un petit peu tout ce que ces femmes ont subi. Voilà. Euh, on peut voir dans les clans facilement des mariages qui ont été arrangés, alors qu'il y avait des amoureux et des amoureuses de part et d'autre, mais qu'on n'avait pas le droit d'épouser, par exemple. Il peut y avoir des enfants qui ont été un petit peu spoliés, écartés des héritages. Ça peut être une maman qui meurt en couche et l'enfant, il se sent injustement traité par rapport aux autres puisque lui, il n'a plus de maman. Voilà, hein, il va y avoir plein de possibilités à explorer sur ce plan-là. Alors, les personnes qui souffrent de la blessure d'injustice, elles ont un physique plutôt rigide. Il y a quelque chose qui finalement a été rigidifié, bloqué, cristallisé par rapport à cette sensation d'injustice qui là aussi se répète régulièrement selon la personne. Donc ça va faire pas mal de tensions musculaires. Il y a des personnes qui du coup vont avoir besoin d'être régulièrement massées ou qui auront besoin que le corps se désenquiste. Je ne sais pas si le terme existe, mais en tout cas j'espère qu'il est clair pour vous. Par exemple, la mâchoire va être serrée, vous voyez? Oh non, mais c'est pas juste ça. Vous les voyez, ces personnes qui sont tendues de peur que l'injustice se réveille et qui vont vous dire d'ailleurs qu'il y a de l'injustice partout. Parce que leur paire de lunettes à elles leur montre évidemment de l'injustice un peu partout. Donc ça va être des personnes qui auront une tendance plutôt stressée par toutes ces choses de la vie qui peuvent être stressées par un événement euh, très loin d'eux, hein, une injustice dans un autre pays, qui vont se révolter en disant mais tu te rends compte dans ce pays-là tout ce qui se passe. Voilà, les valeurs sont très importantes en général quand on souffre de cette blessure-là. Et puis, pour vous donner un autre petit repère, en général, ce sont des personnes qui ont une apparence plutôt soignée, qui vont avoir besoin de
contrôler l'image qu'elle renvoie d'elle pour ne pas donner à l'extérieur la possibilité d'aller rejouer cette blessure d'injustice. Donc, je maîtrise aussi mon apparence pour garder la main là-dessus, hein. Un souci de perfection parfois qui peut s'éveiller. Hmm. Tout ce qu'on vous dit avec Hélène, ce sont des tendances évidemment issues des lectures de Lise Bourbeau, issues essentiellement des consultations qu'on a pu faire et des partages qu'on a fait, des personnes qu'on a rencontrées en stage, et j'en passe et j'en passe. Euh, donc, ce sont des tendances. Alors, on a une question de Johanna qui nous demande comment se concrétisent dans le corps les blessures dans une constellation. Est-ce que c'est de la même manière que Lys met en avant, par exemple, une personne qui souffre de rejet va être très maigre, etc. Alors, comme je viens de dire, si tu veux, Hélène, je commence et puis tu peux compléter, ça te va? C'est une tendance, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir dire, tiens, cette personne est maigre, donc elle souffre de blessures de rejet. C'est comme si on pouvait dire, tiens, je peux explorer ce chapitre-là, mais je vais aller lui poser des questions, je vais aller explorer pour voir si la blessure de rejet se manifeste. Parce qu'on ne sait pas, peut-être que c'est quelqu'un qui a souffert d'une blessure, je sais pas moi, d'humiliation et qui a été potelé pendant 50 ans et qui a eu par exemple un cancer l'année dernière et qui est très maigre. Donc, on peut pas, en observant comme ça, figurativement, on peut pas se dire, tiens, c'est une blessure de rejet. On peut se dire, tiens, je vais aller voir si c'est pas une blessure de rejet. Et je vais lui demander quel est son rapport à cette blessure. Hmm. D'autant qu'on a rarement qu'une blessure. On en Oui. a deux, trois, quatre. C'est rare, hein, en fait. On peut avoir la blessure de rejet euh, à un endroit du corps et puis la blessure d'injustice ailleurs, etc. Euh, on peut pas. L'humain est tellement complexe que, en fait, on se bâtit sur plein de choses différentes. Et donc, les blessures, elles vont venir s'alimenter l'une l'autre. C'est rare quand on n'a que la blessure d'injustice, on a quelquefois avec l'abandon, le rejet. Il va y avoir, selon les situations, selon les âges, selon notre évolution, des choses qui vont se réveiller ou qui vont s'apaiser. D'ailleurs, on ne guérit jamais de nos blessures. On est pour vivre l'incarnation avec ces blessures-là et on va les illuminer, prendre conscience qu'elles existent pour mieux les accepter et faire avec. On va les pacifier, on va les adoucir, on va plus réagir à certaines choses. Mais c'est un peu comme des cicatrices qui restent. On aura toujours ce sillon-là, hein, de sensibilité. L'injustice, et voilà, il y a des petites choses qui vont nous faire réagir. Et d'ailleurs, tu disais, tu parlais d'événements mondiaux, eh bien, on le voit très très bien, les blessures s'éclairent justement aux événements d'actualité. Et c'est là où on voit comment on peut réagir et comment notre blessure est encore là, hein, même si on est très attentif à la pacifier. Voilà. Alors, pour continuer de répondre à Johanna, vous nous dites, peut-on du coup mettre en constellation une blessure sans forcément que le consultant pose sa problématique? Donc, je comprends, vous me dites si je me trompe, que vous proposez une constellation. C'est vous qui proposez l'espace. Alors, moi, je ne constelle pas, mais donc là, c'est subjectif ce que je vais vous dire, mais moi, je ne ni nommerai ni inviterai la blessure si ça vient pas de la personne. Si je vous dis, est-ce que vous pensez que c'est juste cette situation? Je suis déjà en train d'induire quelque chose. Donc, si j'invite la blessure d'injustice, bah, je vais l'induire finalement pour la personne et peut-être qu'on va passer à côté de l'humiliation qui est la blessure qu'elle voudrait utiliser, enfin, qu'elle voudrait visiter dans sa constellation. Je serai très vigilante à la posture de la personne, déjà physiquement. Mettons si la personne est plutôt, comme vous disiez, en rejet, plutôt fine comme ça, j'aurai ça derrière moi, mais je n'en parlerai pas. Je ferai tout pour que ça puisse s'inviter si c'est possible en termes de systémie, de positionnement, mais surtout pas le vocabulaire, parce que sinon, quelqu'un qui va rester dans la tête, va vous dire, ah bah oui, c'est ça, c'est la blessure de rejet, vous avez raison, et va se raconter l'histoire. Alors que le sujet, c'est de voir ce que le corps va dire. Et donc voilà, vraiment, je ne les nommerai pas, moi, si j'étais à cet endroit-là. Mais, et
Mon métier n'est pas de consteller, donc c'est vraiment un partage de pratiques là qu'on est en train de faire. Mais d'autant que la personne qu'on a en face, si elle a une blessure, elle vient peut-être réveiller notre propre blessure. Et Oui, donc, on il y a un peut entreprise. aussi partir sur une piste qui nous appartient à nous. On travaille toujours avec les personnes qui sont en face de nous, hein, de toute façon, hein. Et donc, c'est aussi, faut être vigilant dans les blessures parce que forcément, ça vient nous titiller là aussi, hein. Donc, voilà, il va y avoir cette attention particulière à faire, ce pas de côté. Est-ce que les blessures viennent obligatoirement du transgénérationnel ou peut-être seulement de nos propres blessures d'enfance, Hélène? Je dirais les deux, mon Au adjudant. colonel. En fait, on s'incarne dans un clan qui nous fait travailler les blessures qu'on doit mettre en scène dans notre vie. Et, euh, et le transgénérationnel, il est le clan idéal pour nous faire travailler. Donc, on vient avec notre apport personnel, voilà, qu'on a choisi plus ou moins, hein, qu'on doit travailler et qu'on doit faire évoluer. Et puis, le transgénérationnel, il vient nous faire répéter. Il vient nous faire réviser si on a bien progressé, si on a bien évolué. Donc c'est plutôt dans ce sens-là. En fait, la personne s'incarne dans un clan et le clan est là depuis des siècles et des siècles, justement avec ses propres blessures. Et c'est une rencontre, en fait. Pour moi, c'est un peu comme ça que je l'analyserai. Mm. Alors on a Morgane qui nous dit, si on ne les guérit pas, ces blessures, comment on les pacifie? En les acceptant complètement déjà, en les ressentant dans le corps, en mettant de la compassion, compréhension sur les blessures du transgénérationnel. Alors là, tout est là, Oui. selon moi. Là aussi, je parle avec ma paire de lunettes à moi. Chercher à guérir de quelque chose, c'est faire exister la blessure en fait. Donc évidemment, là, on en parle parce que le premier pas, c'est de mettre de la conscience sur notre histoire et de se dire, mais oui, moi, j'ai souffert de cette blessure dans mon enfance. Et oui, je comprends que ma mère a fait ça parce qu'elle a elle-même souffert, etc., etc. Ça, c'est le deuxième step, c'est de se dire qu'est-ce que je fais de ça? Et c'est là qu'on travaille avec le corps parce que une fois qu'on a compris tout ça dans la tête, avec Hélène, on sait très bien qu'il y a des émotions à traverser, à accepter, justement par rapport à ce que dit Morgane, accepter de se laisser traverser par cette grande tristesse, cette grande colère, cette injustice qui a eu lieu, etc., etc. Et après, en effet, c'est pas. Enfin, on est d'accord avec Hélène pour dire qu'on n'aime pas mettre le mot guérir. Mm. C'est un peu facile, un peu binaire, un peu. C'est pas tout à fait ça. Par contre, vivre en paix de plus Mm. en plus et de mieux en mieux, moi, je crois beaucoup à ça. Les shifts, ça peut arriver dans une vie, mais quand même, je trouve que le petit pas quand on travaille sur soi, où on se dit, Mm. tiens, cette situation il y a 10 ans, elle m'aurait affecté, ça m'aurait détruit qu'on me parle comme ça. Et là. Ok, Mm. je vois ce qui est en train de se jouer. Et ça va, dans mon ventre, dans mon cœur, dans ma tête, ça va bien en fait, c'est ok, je vois ce qui se passe. Mm. Je Mm. sais pas si on appelle ça avoir guéri ou pas, je sais pas. Moi, je peux juste partager ça. En tout cas, c'est bien d'être attentif aux situations qui nous font réagir. Les réactions physiques, corporelles, les mots, ce qu'on a envie de dire tout de suite, immédiatement face à quelqu'un ou une situation, ça va nous permettre d'observer quels sont les traits, les caractéristiques de cette situation, de cette personne, pourquoi je réagis comme ça. Et en observant comme ça, en faisant ce petit pas de côté, ça va nous permettre de voir si c'est des situations récurrentes, répétitives, si c'est toujours la même blessure du coup qui est réveillée. Hein, ça va nous permettre de un peu cataloguer qu'est-ce qui nous fait réagir, qu'est-ce qui nous fait grimper au cocotier rapidement, etc. Et là, c'est très apaisant parce qu'en fait, une fois qu'on aura répertorié, on ne se laissera moins prendre après par la suite. Donc,
voilà, c'est le pas de côté qui va être comme ça. Après, accepter qu'on est comme on est. Ben oui, j'en suis encore là, je me suis mis en colère, etc. J'ai trouvé que c'était injuste, encore une fois. Ben oui, on en est là. Ok, voilà. Hein, c'est important, on est des humains. Hein. Et donc, je pense qu'on a toute une vie pour travailler justement ça. Et puis peut-être que de plusieurs vies, si on croit aux vies antérieures et aux vies successives. Voilà. Après, les blessures, elles ne sont pas que négatives, hein. Elles nous apprennent à grandir, à, à nous responsabiliser, par exemple, pour l'abandon. L'injustice, elle nous apprend à profiter de la vie sans être trop exigeant, sans trop attendre des uns et des autres. Le rejet, eh ben, j'apprends à me donner de la valeur. La trahison, j'apprends ben, à vivre les séparations, les au revoir, les adieux. L'humiliation, ben, j'apprends à penser à moi. Voilà. Hein, donc, il y a des facettes aussi qu'il ne faut pas négliger dans ces blessures. Elles sont là pour vraiment nous aiguiller vers ce que l'on est. On a une personne qui nous partage. Alors, n'hésitez pas aussi, hein, vous pouvez lever la main si vous avez envie aussi de témoigner. Parfois, on a une question et parfois, on a envie de dire, mais tiens, moi, j'ai identifié ça pendant que vous parliez et c'est très riche aussi pour les personnes qui vous entendent. Donc, sentez-vous libre de ça aussi. On a une personne qui nous dit, moi, j'ai toutes les blessures. Alors, il y en a sûrement une ou deux prépondérantes. Hmm. Voilà. Mais quelquefois, je crois que c'est Lise Bourbeau qui le dit, ça aussi, le fait de dire j'ai toutes les blessures, donc du coup, bah, qu'est-ce que je fais? Rien. C'est un moyen d'éviter de surfer sur la vague en disant bah, franchement, j'ai tout, alors je peux plus rien faire. Hmm. Donc, je pense qu'il y en a une ou deux quand même qui sont plus importantes que les autres. Hmm. Ah, mais Flo aussi qui dit, j'ai cette impression aussi de les avoir toutes. Oui, vraiment, concentrez-vous sur, mettons, deux, disons. Vous vous dites, tiens, Mhm. cette année, je m'occupe de ces deux-là. Et puis on verra l'année prochaine si j'ai l'impression de les avoir encore toutes ou pas. Il y a forcément quelque chose dans la vie qui revient et qui va être lié à une de ces cinq blessures ou deux. Hein. Mhm. On se dit, mais Mhm. c'est pas possible, ça tombe toujours sur moi, ce truc-là, c'est incroyable. Ouais. C'est la 20e personne qui me dit ça. Enfin bref, vous voyez les situations de la vie qui arrivent. Hein. Et Johanna qui nous dit, elle s'active à des moments de notre vie, mais pas forcément toutes à 1000%. Alors, on en parlait avec Hélène ce matin, justement. Euh, Moi, j'ai la sensation d'avoir traversé une blessure pendant 15 ans à peu près. Et depuis 5 ans, j'ai la sensation d'en traverser une autre complètement différente. Et on en parlait avec Hélène parce que ce sont des blessures originelles, on vient d'en parler, mais pour autant, il y a des périodes de vie, quand même, je pense, qui viennent nous demander d'aller visiter une blessure ou une autre, en tout cas de s'en occuper. Heureusement, hein, parce que tout d'un coup, moi, je ne pourrais Ouais. pas. Donc, Et c'est puis bien fait. des âges aussi. Ça vient Oui. réveiller, par exemple, si mon père s'est senti trahi à 50 ans, eh bien, moi, à 50 ans, je peux avoir une impression de vivre des trahisons pour faire travailler justement le transgénérationnel, pour redonner de la place à cette trahison que mon père n'a pas forcément exprimée, guérie, etc. Voilà. Donc c'est intéressant aussi de voir, il y a des périodes de vie ou des saisons où on se sent voilà, injustement traité, etc. Ben, méfiez-vous peut-être des mémoires transgénérationnelles qui n'ont pas été suffisamment apaisées, harmonisées. Voilà, Mm. ça c'est intéressant. Alors oui, j'ai vu un message aussi sur le pardon, se pardonner, s'aimer. Ces blessures, elles sont là justement pour mieux nous aimer comme on est. Hein. Et pardonner, alors derrière le mot pardon, on peut mettre plein de choses autres, hein, mais c'est vraiment ça, aller mieux. Et voilà, tu parlais tout à l'heure d'aligner l'esprit, le cœur, le corps. Ben voilà, c'est un petit peu ça en fait. Voilà. On a tous ces blessures-là, on sait qu'on peut réagir sur certaines situations et puis ne pas les museler, mais leur donner un lieu où on peut les faire parler, autre qu'en réaction en fait. Lise Bourbeau dit que le physique est le miroir du psychique.
Donc c'est vraiment aussi d'accepter de se mettre en mouvement physiquement de la manière qui vous va, hein. Il y a mille manières de s'occuper de ça, mais vraiment si vous vous dites, tiens, mais comment je peux faire? Il y a effectivement ce premier versant qui est de comprendre votre Mm, histoire et donc votre histoire familiale. Donc ça, c'est l'arbre avec Hélène. Si effectivement, depuis que vous avez, je ne sais pas moi, 50 ans, il y a quelque chose qui s'active, bah déjà de savoir que peut-être ça s'activait dans la branche de votre famille paternelle avec le grand-père, etc. C'est déjà incroyable de comprendre oui. ce truc-là. C'est une très belle clé pour le désamorcer et ensuite de basculer par l'intelligence corporelle pour se dire, OK, maintenant, je m'occupe de ça, j'arrête de le subir. Mm, Maintenant que j'ai compris, je m'en occupe à cet endroit-là. Donc ça, c'est merveilleux. Alors d'ailleurs, parce que je vois qu'on est en train d'arriver tranquillement au bout, donc n'hésitez pas, on peut prendre encore une question. On en profite. Ah ben, il y a quelqu'un, clairement. Voilà, ça y est. Clairement, j'ai des grosses mises en lumière sur l'injustice. Malgré l'observer en moi, dans mes situations de vie, ma famille, c'est toujours là. Mais j'ai aussi remarqué que j'ai du mal à accepter d'être en colère. Je commence à me dire que c'est ça qui bloque. Qu'est-ce que vous en pensez? D'ailleurs, dans ma famille, les femmes en colère passent pour des hystériques. C'est pas tellement toléré, je trouve. Ce truc d'hystérique, c'est fou, ça nous colle à la peau, les femmes, hein. C'est un truc de dingue. Ben, les femmes avaient l'interdiction d'être en colère et ont encore l'interdiction d'être C'est en ça, colère c'est ça. depuis tout le temps. Ouais. Sinon, elles étaient hystériques, hein. Mm. Freud les soignait. Alors, il y a certaines femmes, jeunes filles, filles d'eux, qui ont beaucoup de mal à contacter leur colère. Il y a Mm. quelque chose de l'ordre du manque de manque de loyauté vis-à-vis de la famille. C'est-à-dire, je sais pas, Morgana, mais si dans l'enfance, on entend des choses comme Elle est mignonne, cette petite, hein. Écoute, elle bouge pas, hein. Oh là là, Oui. qu'est-ce qu'elle est gentille. Elle pleure pas. Elle est Mm. gentille tout plein. Bon, elle est un peu timide, hein, mais bon. Voilà, ce truc-là, un peu, ça vient après en tant que femme, mais si je montre ma puissance de colère, mais ils vont tous tomber au sol, là, c'est pas possible. Donc il y a en fait une confusion entre la colère et la mauvaise fille qui vient se jouer, alors que la colère, elle est saine. Mais il y a un chemin, alors là aussi c'est corporel, il y a un chemin dans le corps à aller choper et il faut qu'elle sorte un jour. Dans un grand espace de sécurité, il faut être en sécurité pour ça, mais il faut aller au bout de ce truc-là. Au bout de ce truc. Oui. Et après, pardon Hélène, excuse-moi, Non, 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 et je t'en après, prie. ça va pouvoir s'exprimer de manière équilibrée au sein de la famille, avec les amis, avec le compagnon ou la compagne, etc. Mais il faut qu'elle sorte de manière complètement, mettons hystérique, ce mot il n'est pas, mais mettons, allons-y. Qu'est-ce qui va se passer? Le ciel Mm. ne va tomber sur la tête de personne. Allons au bout de ce que d'aucuns appellent de l'hystérie, que moi j'appelle une colère saine et pour le coup Et oui, complètement alchimique. Mm. oui, 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 oui. J'ai eu le cas d'une personne qui justement portait la colère de ses ancêtres. Elle était toujours en colère. Et donc, quand elle a fait son arbre et euh, elle a bondi, elle a dit, mais ma grand-mère était en colère pour plein de choses. Elle a raconté plein d'anecdotes qui lui sont revenues brutalement. Ma tante, la cousine, la mère, etc. Bref, et elle s'est aperçue vraiment qu'elle portait cette colère, comme si elle était la bonne fille de toutes ces femmes qui n'avaient pas pu l'exprimer, et que elle s'était dit, ah ben moi, je vais le dire. Donc elle était toujours grognon, tout le temps, tout le temps. Et après ces séances, ça a complètement transformé sa façon de réagir. Hein, donc, les colères, elles peuvent être aussi voilà, transgénérationnelles. Hein, c'est pas forcément que la nôtre. Et quand on a des colères démesurées, quand c'est dans les excès, souvent c'est les ancêtres qui parlent à travers nous. Ils sont trop contents de trouver quelqu'un qui va enfin exprimer tout ce qu'ils auraient voulu mais qui n'ont pas pu. Hein, donc ça les libère beaucoup. On a Johanna qui nous demande, quand on parle de faire son arbre, est-ce que tu parles de génosociogramme, Hélène? Oui, oui, oui. Alors je dis l'arbre pour simplifier parce que quelquefois le mot génosociogramme n'est pas tout à fait compris. Mais voilà, souvent c'est cet arbre qu'on monte sur 4 ou 5 générations et qu'on va annoter de petites choses, de petites caractéristiques des uns et des autres. Voilà, on va l'affiner, et donc voilà, c'est pas vraiment l'arbre généalogique pur et simple.
Alors on en profite, il nous reste 3 minutes pour dire à celles qui ont envie de nous rejoindre qu'il nous reste quelques places pour le stage de février Dialogue avec le clan. Si vous avez envie de passer 2 jours avec nous, travailler votre arbre, travailler aussi à travers l'intelligence du corps, justement, votre histoire, que ce soit les blessures ou une autre thématique particulière que vous voulez développer. C'est le week-end du 21-22 février. Ça se passe en Ardèche, dans un très bel endroit. D'un coup, j'ai un blanc sur le nom du lieu. Le Le, domaine du taillé. le domaine du Taillé. Voilà, c'est en nature. On va être très bien. Voilà, donc vous nous contactez et puis on en parle. Et puis sinon, vous pouvez retrouver Hélène en consultation ou moi-même en consultation. Voilà, il y a plein de manières de travailler sur son histoire, sur qui on est, et puis continuer à travailler cette matière vivante faite de blessures et de tellement d'autres belles choses. Hmm. Oui. Alors, la dernière question, existe-t-il un bon modèle de travail pour faire son arbre plus que la feuille A3 et le stylo? Ça, c'est pour toi. Eh ben moi, j'aime beaucoup la feuille A3 et le stylo parce que l'ordinateur, il laisse rien passer de l'émotion. Hein, on a beau dire intelligence artificielle, non, 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 non. Rien que de prendre le stylo, la couleur, on choisit les couleurs, le crayon, le feutre, on écrit en gros, en petit, on ne sait pas où placer le tonton, etc., ou on a oublié le grand frère. Tout ça, c'est hyper intéressant et important. Et c'est ça qui nous fait nous poser d'autres questions aussi. Quelquefois, ça va nous ouvrir sur d'autres problématiques. En faisant cet arbre, il y a des émotions qui viennent et qui nous débordent. On ne sait pas d'où ça vient, mais c'est ainsi. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas de meilleure méthode que l'inconscient qui nous fait écrire. Et Sophie qui sourit, voilà, elle a fait l'expérience. Entre autres, hein, Lydie aussi. Et Julie, j'ai pris un mur de ma chambre et installé de grands tableaux blancs pour faire mon arbre. On a un participant une année qui est venu avec un parchemin qui faisait toute la pièce de travail. Il est arrivé C'est avec un ça, truc incroyable. c'est ça. C'est même plus un poster. Oui, Laurence, on va le mettre en replay sur la chaîne YouTube Voilà, j'allais répondre. Voilà. d'ici quelques jours. Donc voilà. Un grand merci pour votre écoute attentive, pour vos partages, pour vos témoignages. Merci beaucoup. Et puis on vous dit Merci. à très bientôt, ici ou ailleurs. Merci à vous. Au revoir. Merci. Au Au revoir. revoir. Bonne journée. Bonne journée.